Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle rencontre du cycle Un semestre avec les académiciens. Il y a un mois, vous aviez rencontré un physicien de l'Académie des sciences. Voici donc un compositeur, le secrétaire perpétuel de l'Académie des beaux-arts, Laurent Petit-Girard, qui est là avec nous ce soir pour parler du thème de la liberté. Et ce programme est porté à la fois par l'Institut de France, qui est le lieu où se trouvent les 5 académies, et par la région académique d'Île-de-France, que je remercie pour son accueil, parce que c'est grâce à eux que nous nous trouvons dans ce bel amphithéâtre en Sorbonne. Alors, nous allons respecter notre rituel, c'est-à-dire cette rencontre va se dérouler en 3 temps, 10 minutes de questions pour faire connaissance avec notre intervenant, sous la forme d'un portrait. Ensuite, 50 minutes de conférence, où il va vraiment vous entraîner au cœur de sa discipline et de ses enjeux, et puis ensuite une demi-heure, donc un temps assez long pour vos questions et les échanges. Voilà, nous allons donc rentrer dans le vif du sujet. Bonjour Laurent Petit-Girard. Bonjour. Alors, comment êtes-vous tombé dans la musique? Oh ben, j'ai un petit côté Obélix, si vous voulez. Un peu moins par la taille, quoique il faut faire attention. Mais j'avais un papa qui était un merveilleux pianiste, élève d'Alfred Cortot, c'est-à-dire la grande école du piano français, et un frère aîné de 10 ans, compositeur de musique, que j'ai malheureusement perdu, Alain Kremski, qui était un merveilleux musicien. Alors, donc, à 3 ans, j'ai appris à lire la musique avant de lire l'alphabet, ce qu'il faudrait d'ailleurs pour tous les futurs papas et mamans qui sont là dans la salle conseiller absolument, parce que la musique, l'écriture musicale et la musique, c'est beaucoup plus parlant, ça correspond à quelque chose qui fait que les enfants qui apprennent à lire la musique avant de lire l'alphabet vont ensuite beaucoup plus vite sur tout un ensemble de choses. Et j'ai souvenir qu'à cette époque, mon père m'avait même fait faire des exercices d'articulation vocale, car je lisais plus vite la musique que j'avais le temps de le dire. Donc il fallait que je travaille de ce qui est assez utile, parce que maintenant, quand je suis devant un orchestre symphonique, qu'on fait Daphnis et Chloé et que les flûtistes jouent trop fort, je leur dis non, faites attention, mi, do, ré, voilà, c'est le ré, mi, do, ré, voilà. Alors ils me regardent avec des yeux comme ça, mais c'est pratique. Voilà. Donc j'ai eu la chance de naître dans la musique à l'âge de 6 ans, 5 ans, 6 ans. J'avais certainement entendu beaucoup plus de musique que la moyenne des Français, évidemment, et j'ai pratiqué la musique en tant que professionnel très très jeune, et donc la question ne s'est jamais posée. J'ai eu aussi une chance formidable qui était donc de composer très jeune, puisque je voyais mon grand frère de 10 ans qui était élève de Darius Milhaud. Donc par exemple, j'ai composé 3 préludes pour orchestre à 11 ans, et j'ai été fièrement les montrer à Darius Milhaud, qui est quand même compositeur légendaire, qui était sur une chaise, qui m'a mis sur ses genoux et qui m'a dit « Bonjour, cher confrère », ce qui évidemment m'a fait plaisir. Voilà, donc c'est une question qui ne s'est jamais posée, avec aussi une autre chose, c'est une passion absolue, c'est ma vie, c'est mon langage, et donc voilà, c'est mon bonheur. Alors, vous êtes à la fois chef d'orchestre et vous avez travaillé pour les plus grandes scènes du monde entier, et compositeur. Comment ces deux métiers, passions, se complètent-ils? Alors, fondamentalement, je suis compositeur. D'abord, si j'ai été élu à l'Académie des beaux-arts, c'est parce que c'est en tant que compositeur, parce que nous élisons des créateurs, pas des interprètes, aussi formidables soient-ils, sauf dans la section des membres libres, ce qui est autre chose. Et très jeune, vous savez, la composition, on aura l'occasion d'en parler, c'est un métier de solitaire. Et la solitude, quand je crée, j'aime ça, mais ce n'est pas mon tempérament fondamentalement. J'aime communiquer, j'ai besoin. La deuxième chose, c'est que très jeune, j'ai eu envie d'organiser les choses et de maîtriser mon destin. Donc j'étais élève au lycée Buffon, j'ai fondé un orchestre à l'intérieur du lycée en 1961, en 1962, j'avais 12 ans, 12-13 ans, et cet orchestre a travaillé pendant 3-4 ans, 5 ans. J'écrivais à chaque fois une œuvre, il y avait toutes sortes d'instruments, hein, c'était pas le pur orchestre symphonique, et on donnait des concerts, et dans le même laps de temps, j'ai créé le journal des classes, et j'écrivais moi-même la critique de mes concerts. Voilà, je trouvais ça que c'était plus pratique finalement, pourquoi s'embêter. Alors il s'est passé ensuite, si vous voulez, que c'est évidemment, d'abord c'est passionnant,
Mais quand il y a trop de compositeurs qui veulent diriger un peu parce que ça leur fait plaisir, mais qui n'ont pas la technique, j'ai voulu disposer de la technique en tant que chef d'orchestre. J'ai été directeur musical de 2 orchestres, mais en même temps, en privilégiant quand même toujours la composition, parce que c'est là où les choses se passent. Mais il y a des choses fantastiques dans la direction d'orchestre. Ça vous donne un autre regard. Par exemple, lorsque j'ai terminé une œuvre et que tout d'un coup je la travaille pour la diriger, parce que j'ai toujours voulu diriger la création de mes œuvres, les enregistrer, je trouve que ça donne un témoignage. Après, les suivants peuvent aller ailleurs, mais au moins on sait ce que je voulais. Eh bien, à ce moment-là, quand je regarde mon œuvre comme un chef d'orchestre, eh bien, je modifie des choses. Parce que tout d'un coup, il y a la vision de toute la problématique de l'interprétation. Mais pour moi, c'est 2 choses liées. Et vous savez, surtout sur un opéra, ceux-là, ça prend 3, 4, 5 ans, vous l'emmenez jusqu'au bout, et ça vous permet aussi, des fois, de contrôler un certain nombre de choses qui peuvent être des errances dans la mise en scène ou autre. Alors, vous avez un répertoire très large, des musiques de films aux opéras. Je crois que vous allez largement nous en parler ce soir. C'est important de ne rien s'interdire. Ah oui, vous savez, on a un énorme défaut dans notre pays, on est un pays d'étiquette. On veut à tout prix vous faire rentrer dans une case. Prenez un compositeur et un chef d'orchestre aussi important que Leonard Bernstein, avec West Side Story, on l'avait mis dans une case, alors que c'était un chef d'orchestre fabuleux. Et on a mis des années en France avant de l'inviter en tant que chef, là où plein d'autres pays avaient compris. Moi, je vous en parlerai au cours de la chose. La musique de film était une chose qui m'intéressait, surtout une chose qui me permettait d'être mon propre mécène. J'ai donc fait de la musique de film. Je peux vous dire que vis-à-vis des grands gardiens de la musique contemporaine à l'époque du grand Pierre Boulez, ça vous excluait, vous devenez tout d'un coup une sorte d'infâme saltimbanque, alors que c'est quand même quelque chose de très créatif. Mais bon, si vous voulez, j'ai été content d'en faire, mais ça a quand même ses limites, et la passion pour moi, je trouve que c'est très important. L'opéra, bien sûr, j'adore ça, mais la musique symphonique, la musique de chambre, quelque chose aussi tout à fait. Et puis, j'ai aussi une autre partie de ma vie, c'est quand même j'ai été pianiste jusqu'à à peu près 35 ans pour donner des concerts, mais j'ai pas voulu, on ne peut pas non plus tout faire, mais donc le piano est aussi mon instrument pour lequel j'aime composer. Alors, vous faites partie de l'Académie des Beaux-Arts, dont vous êtes le secrétaire perpétuel. Quelle est la mission d'un secrétaire perpétuel ? Vous savez, nos académies, même si elles ont des statuts un peu différents, et des fonctionnements différents, elles ont quand même un point commun au niveau de fonctionnement, c'est que le secrétaire perpétuel est le seul ordonnateur. C'est terriblement pyramidal. Vous pouvez donner quelques délégations de signature, mais en attendant, tout vous repose sur le dos. Et pour vous donner une idée, l'Académie des Beaux-Arts, c'est 135 salariés à plein temps, c'est 1 400 000 visiteurs dans nos différents lieux. Suite à mon élection, j'ai poussé pour qu'on crée des résidences. Nous avons actuellement 25 artistes en résidence, on va bientôt monter à 35. C'est un patrimoine extraordinaire qu'il faut entretenir. C'est un budget de plus de 30 millions d'euros par an. Et il y a un ordonnateur qui est le seul responsable, qui est le seul auquel il faut apporter des oranges en prison si ça ne va pas bien. Et donc c'est un vrai poids. Et en même temps, il est logique que ce soit à l'Académie des Beaux-Arts un artiste élu par ses pairs qui ait cette responsabilité. Et à ce moment-là, toute la problématique, c'est de rester un artiste en pleine activité tout en faisant tout ça, ce qui sous-entend ne pas beaucoup aimer les week-ends, ne pas très envie d'avoir de vacances et être capable de déléguer ce qui doit être délégué. Eh bien, un grand merci. Je pense que notre public a fait connaissance et je vous propose, moi, de vous poser quelques questions juste à main levée pour que nous aussi, nous sachions qui vous êtes. Qui parmi vous est étudiant ? Et qui parmi vous suit une formation artistique ? Et pour finir, certains parmi vous étaient-ils à la première conférence avec le physicien ? Eh bien, un grand merci. Nous sommes ravis de vous retrouver pour les uns, de vous découvrir pour les autres. À vous la parole autour de ce thème. Quelle liberté pour le créateur ? Et qui parmi vous est allé écouter un concert de musique dans lequel il y avait une œuvre de musique contemporaine dans l'année ? Ah, très bien, ça fait plaisir. Alors, vous savez, en fait, j'ai
Bon, le terme liberté, il n'y a rien de plus galvaudé, en même temps c'est un terme extraordinaire. J'ai voulu appeler ça les libertés du créateur, parce qu'il y a toute forme de liberté différente. Qu'est-ce qu'on appelle liberté? Par exemple, Priscille m'a dit, vous pouvez parler comme vous voulez, vous êtes libre. Formidable. Mais elle vient de dire aussi, il va parler 50 minutes. Donc je suis libre, mais je vais devoir organiser cette liberté pour que ce que j'ai à vous dire tienne en 50 minutes. Or, au départ, le terme organisation et le terme liberté, ça peut paraître quand même un peu opposé, un peu différent. Alors, la première des libertés, évidemment, c'est la liberté de création, de créer. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous êtes chez vous et vous décidez d'écrire une symphonie, d'écrire un roman, d'écrire une pièce de théâtre. Vous êtes libre de le faire, d'accord. Est-ce que vous êtes totalement libre dans la conception? Est-ce que vous maîtrisez les différents éléments dont vous allez avoir besoin? Alors, on a vite envie de dire, la liberté, c'est précisément outrepasser les règles, c'est oublier les règles. D'accord. Mais peut-être que la liberté, c'est connaître les règles et savoir ensuite les oublier, ce qui est tout à fait différent. Alors évidemment, quand on parle d'une liberté absolue, tabula rasa de ce qui s'est passé, ou bien même simplement ne jamais avoir appris. Alors on va tout de suite penser au facteur cheval, au palais idéal du facteur cheval, qui est un endroit à Haute-Rive. C'est très étonnant comme endroit. Mais c'est quelque chose de totalement spécifique, qui n'avait pas vraiment un plan de départ, qu'il a fait au fur et à mesure, qui est un endroit magique, qui correspond à une personne qui n'est absolument pas reproductible et qui est un cas tellement à part. On va penser à quelque chose d'autre, évidemment, pour ceux qui s'intéressent à la peinture, je suis sûr qu'il y en a plein, au douanier Rousseau. Alors le douanier Rousseau, c'est typique, ce qu'on a appelé l'art naïf, hein, et on s'aperçoit que plus il a avancé dans sa vie, plus en fait il était ami avec tout un ensemble de grands peintres qui respectaient tout à fait son travail. Sauf que quand vous vous penchez un peu, le douanier Rousseau, quelle est la première chose qu'il a faite? Il a pris une carte de copiste au Louvre. C'est-à-dire qu'il a passé pendant des années son temps à aller copier les plus grandes toiles, à apprendre, certes d'une façon peut-être différente avec un professeur, mais il a quand même acquis quelque chose, une forme de, comment on pourrait dire, de connaissance par osmose. Et ça me paraît très très important. Je pense aussi que si vous connaissez les règles et que vous voulez les oublier, il y a un élément dans la création dont on pourrait penser finalement aussi qu'il est différent de la liberté, c'est le doute. Vous savez, Olivier Messiaen, il avait une très jolie phrase. Il disait « Je doute avant, je doute après, pendant je travaille ». C'est une jolie formule qui dit bien. Le doute, c'est remettre en cause, mais qu'est-ce qu'on remet en cause? Alors, vous voyez, ce n'est pas du tout un abandon de liberté. C'est quelque chose de fondamental qui est lié à la création. On s'aperçoit, bon, vous avez toutes sortes de, quand vous créez, vous allez avoir toutes sortes de pressions. Pour ceux qui ont la chance d'avoir une commande, tout d'un coup, il y a la pression du temps, où il faut livrer les choses et donc s'imposer quelque chose. Mais on voit bien que quand on est devant une œuvre nouvelle, chacun va avoir son approche. Et le doute, finalement, quelque part, je dirais que le premier allié du compositeur, l'outil aussi important du compositeur, du créateur, quel qu'il soit, c'est bien sûr le crayon, mais c'est aussi la corbeille. C'est la capacité de se remettre en cause sans arrêt, mais sans remettre en cause quelque chose de fondamental. Il y avait une très jolie phrase de Picasso qui disait, je l'ai noté parce qu'on dit toujours, on résume, on disait « je cherche pas, je trouve ». En fait, la vraie phrase de Picasso, il disait « Quand je peins, mon but est de montrer ce que j'ai trouvé et non pas ce que je suis en train de chercher ». Et c'est vrai que ça, c'est par rapport à une dérive de l'art qu'il peut y avoir aujourd'hui, où c'est tout le temps work in progress, et on veut montrer à quel point ces expériences sont intéressantes, d'accord, mais il y a un moment donné, comme disent les Américains, where is the beef, quoi, il y a un moment donné, on a envie de voir la chose. Alors, se lie à ça comme une sorte d'antidote au doute nécessaire dans le processus de création, et toujours dans cette idée de liberté, le feu sacré.
j'ai rencontré des artistes vraiment intéressants, des gens particulièrement doués, mais qui n'avaient pas le feu sacré. Et ça, vous savez, c'est une notion qui pour moi est essentielle, mais qui en même temps est dangereuse. J'ai un souvenir d'une anecdote épouvantable où j'ai eu la honte de ma vie. Il y avait, j'ai toujours, comme je programmais cette fois-là en tant que chef d'orchestre, dans les orchestres que j'avais, une œuvre de musique contemporaine dans chaque programme, quelle que soit l'esthétique, même si, en tant que compositeur, vous le verrez, je fais plus partie de ce qu'on va appeler la musique contemporaine tonale, mais ça ne m'a pas empêché de programmer aussi bien du Sapin que toutes ces générations de compositeurs qui sont des amis d'ailleurs. Les querelles d'esthétique m'ennuient, pour vous dire la vérité, même si j'en étais un peu victime. Mais j'ai toujours reçu des compositeurs quand ils cherchaient à me voir. D'abord, j'ai toujours répondu à tout le monde, parce que je trouve que c'est insupportable. Je crois que en quoi c'est intéressant, cette fois-là, en tant que chef d'orchestre, d'être un compositeur, c'est qu'un chef d'orchestre n'a pas la moindre idée de ce qu'est la solitude de la création, à quel point c'est difficile et à quel point on a besoin d'être reconnu. Même si on vous dit non, c'est pas grave, ça fait partie du métier. Mais quand on vous répond pas, ça veut dire « Madame, monsieur, vous n'existez pas » et ça, c'est insupportable. Donc, j'ai reçu des jeunes compositeurs. Un jour, il y en a un qui m'appelle. Alors, en général, je vous avoue, je les recevais vers... je donnais des rendez-vous vers 12h15. Parce que suivant ce que je voyais, ça me permettait de dire je suis désolé, après j'ai un déjeuner, je dois y aller, ou ça me permettait de dire allons plutôt déjeuner pour continuer à parler. Je suis gourmand aussi, ça se voit peut-être un peu, et donc voilà. Et j'ai un compositeur qui arrive, alors ils arrivaient des fois, celui-là il arrive avec la sacoche de partition, genre sacoche d'architecte, vous voyez, avec un truc énorme comme ça, il pose ce truc. Il me dit c'est tellement gentil de recevoir, etc. Je dis vous avez des choses à me montrer. Il dit oui. Il me dit parce que vous savez, je ne suis pas vraiment sûr d'être compositeur. Et je ne sais pas ce qui m'a pris quand je repense à ça. Et je lui dis écoutez, allons plutôt déjeuner alors. Et je l'emmène déjeuner. Et pendant le déjeuner, je lui balance, vous savez. Nous, on a le droit, on doit avoir le doute sur ce qu'on écrit, non pas sur l'importance de ce qu'on écrit dans la montagne de la musique, ça on s'en fout, ou de la musique, ou de la peinture, etc. C'est pas important, mais on doit avoir le doute sur notre exigence. Quelle est notre exigence? Vous savez, souvent, on m'a dit, comment tu fais quand tu composes et tu es en train de composer un opéra, tout d'un coup, tu vas diriger le Sac du Printemps et tu vas diriger Daphnis et Chloé. Comment tu fais pour... Parce que c'est effrayant, ces chefs-d'œuvre. Et en fait, ces chefs-d'œuvre, ils sont presque stimulants. Et parce qu'on se dit, après tout, c'était que des hommes. Et on est devant ces choses qui vous emportent. Par contre, quand je dirige une de mes œuvres, et que dans cette œuvre, je sais qu'il y a 1 minute, pas plus, mais il y a 1 minute, donc je suis vraiment content. Et je me dis, va pas chercher Stravinsky, Ravel, essaye déjà d'être au niveau de Petit Gérard ce jour-là. Et je peux vous dire que ça, c'est beaucoup plus angoissant. Ça paraît peut-être prétentieux, mais c'est beaucoup plus angoissant. Et donc je dis à ce jeune homme, que vous doutiez de la qualité que vous ayez envie de refaire, mais que vous doutiez du fait d'être compositeur, eh bien je vais vous dire, vous ne l'êtes pas. Quand je pense que je lui ai balancé ça. Et puis le repas se termine, et je rentre et je me dis, mais qui tu es pour oser parler comme ça à ce garçon et t'as même pas écouté sa musique, mais t'es vraiment... J'étais furieux contre moi-même. Bon, les années passent, je peux vous dire qu'après, je recevais d'autres compositeurs, j'ai plus jamais dit ça, et j'étais vraiment pas à l'aise. Et quoi? Allez, 20 ans plus tard, je dirige un concert en Allemagne, et on me dit, regardez, là, il y a des photos formidables. D'ailleurs, c'est un photographe français qui les fait, etc. Et je vois arriver un garçon qui a fait des photos, etc. Je dis, merci monsieur, tout. Puis au moment de partir, il dit, vous ne pouvez pas me reconnaître, mais voilà, je suis compositeur, j'étais venu vous voir. Alors là, à l'intérieur, je me dis, oh la vache. Et il me dit, je voulais vous remercier parce que vous m'avez fait gagner beaucoup de temps. Parce que je m'intéressais aussi à la photographie, et la baffe que vous m'avez donnée, ça m'a obligé à pousser dans la photographie, et vous avez raison, j'aurais pas été... Bon, ça m'a enlevé ce poids, mais je peux vous dire que je ne le referai plus jamais. Mais n'empêche que cette idée de feu sacré, j'y crois. Alors, il y a, par rapport à tout ça, une autre notion qui peut paraître complètement antinomique avec la liberté, et qui pourtant, pour moi, est essentielle, c'est la discipline.
Il y a une très jolie phrase de Mozart qui disait « La liberté, c'est comme les petits... » Là, il disait « L'inspiration, c'est comme les petits bébés, il faut la mettre tous les matins sur le pot. » Et il y a dans le phénomène créatif quelque chose de musculaire, étonnamment. Quelque chose qui doit fonctionner. Et je peux vous dire que, par exemple, lorsque j'étais en train de composer et que tout d'un coup, j'allais diriger, je partais 4 jours à l'étranger pour diriger un concert, et que je reviens, eh bien, c'est pas d'avoir dirigé la musique d'un autre qui me gêne, non, c'est que tout d'un coup, il y a un autre muscle qui n'a pas travaillé pendant un moment, et je sens que ça grince un peu avant de repartir. Et vous voyez, cette idée de discipline, de rigueur, de persévérance, c'est quelque chose qui paraît loin de la liberté, mais qui pourtant est un moyen d'en donner, trouver une forme de liberté dans l'organisation. Et bon, vous avez, j'imagine tout et vous, Amadeus, très beau film de Milos Forman. C'est un très beau film, mais qui en même temps, qui par certains côtés est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'évidemment que Mozart était un personnage hors du commun, avec des lettres un peu folles, mais je voudrais vous montrer quelque chose. Je me suis offert pour un petit cadeau d'anniversaire à moi-même, parce que je trouve que c'est les meilleurs, il y a quelque temps, le fac-similé du catalogue de Mozart. Mozart, en 1784, 7 ans avant sa mort, il commence à noter exactement quand sont les choses. Alors, vous voyez, par exemple, deuxième ligne, Ré, do, ré, ré, do, ré, la, sol, la, si, la, mi, ré, do, mi, ré, fa, mi, ré, la, ré, c'est l'ouverture des noces de Figaro. Et vous voyez ça derrière, œuvre après œuvre, vous voyez quintette, quatuor, on peut voir la page suivante, c'est absolument extraordinaire. Regardez un peu ça, vous avez la flûte enchantée, vous avez l'ouverture de Titus, vous avez le concerto pour clarinette, la 4e ligne avant, etc. Et je vous assure, quand vous êtes musicien, et vous vous mettez là, et parce que le catalogue, il fait un nombre de pages incroyable, et vous descendez chef-d'œuvre après chef-d'œuvre, génie après génie, puis de temps en temps, une ou deux musiques fonctionnelles sans beaucoup d'intérêt, parce qu'il avait une commande à toute vitesse. C'est pour ça on nous dit, est-ce que l'intelligence artificielle fera du Mozart ? Oui, pour les une ou deux musiques fonctionnelles sans grand intérêt, où il avait besoin, où il y a ces trucs, mais ça, jamais. Il est où l'espèce de fou furieux qu'on voit dans Amadeus ? Il est où? Est-ce que vous vous rendez compte? La conscience, la précision, la conscience de ce qu'il était en train d'apporter au monde, la rigueur. Regardez un peu, regardez comment c'est écrit. Il n'y a pas une rature, il n'y a pas... Donc, il y a un moment donné où le cliché du créateur bohème, un peu fou, etc., il faut quand même le remettre ailleurs. Alors, bon, on est dans cette liberté de création. Dans cette liberté de création, on a évidemment ces connaissances, aussi les influences, comment on se dégage des influences. Il faut pour ça être capable, c'est très bien d'avoir, je trouve, de se sentir dans une famille, on peut avoir l'impression, même si on n'en est que l'infâme rejeton, d'être dans une famille qui va de Debussy à Ravel, à Poulenc, etc., à Messiaen, mais il ne faut pas faire du sous-Debussy, du sous-Ravel, du sous-Messiaen. Donc il y a à un moment donné une nécessité de dichotomie par rapport à ce qu'on voit. Et puis alors, évidemment, pour un créateur, il y a la diffusion de ses œuvres, la liberté de diffuser ses œuvres. Alors, vous pouvez être tout d'un coup victime d'une avant-garde dominante qui va... Vous savez, il s'est passé une chose qui était très intéressante, c'est que au moment c'est sous le septennat qui n'a en fait été qu'un quinquennat de Georges Pompidou, qui s'est passé un renversement. Vous aviez un art officiel, toujours, qui pouvait être un peu académique. À l'époque, l'académie pouvait être académique. Maintenant, je suis heureux de vous dire que académie, ça ne veut pas dire académisme quand on voit la différence d'esthétique qu'il y a à l'intérieur de nos sections. Prenez la musique. À côté de moi, j'ai du Sapin, à côté de moi, pardon, j'ai Bruno Mantovani, qui a été un protégé de Pierre Boulez, et puis j'ai Thierry Esquèche, qui est beaucoup plus... Et tout ce monde s'entend très bien, parce que ce qui nous intéresse, c'est la qualité. Mais en attendant, oui, vous avez des moments où on est extrêmement empêché. Pourquoi? Parce que quand vous voulez faire jouer une œuvre, vous avez écrit une symphonie, il vous faut un orchestre. Hein. Encore si c'est une pièce de piano qui est jouée chez les copains, ça va, mais je ne vous parle pas encore plus pour l'opéra. Et au moment il y avait toujours un art
plus avancée, plus d'avant-garde, qui était soutenue par des milieux privés, par des mécènes, par tout ça, ce qui était le début du domaine musical en musique, par exemple, le salon des indépendants, tout ce qu'il y avait en place. Et puis, vous aviez, entre guillemets, un art officiel. Sous Pompidou, l'avant-garde est devenue l'art officiel. C'est très étonnant. Il y a eu... Et donc, il y avait tout d'un coup un déséquilibre qui était violent. Alors, vous prenez un exemple formidable, un compositeur comme Francis Poulenc, qui lui d'ailleurs était très respectueux envers l'avant-garde, quand il écrit le dialogue des Carmélites en 1957-8, et que l'œuvre est créée, elle n'est pas créée à Paris, hein, elle est créée à la Scala en Italie, en italien, parce que ça ne se faisait pas là. Ces grands compositeurs dont on parlait ont dit comment est-ce qu'on peut écrire une musique comme ça 45 ans après le Sac du Printemps. Bon. On est maintenant 60 ans plus tard. Qui se fout de savoir à quel moment exactement a été écrit le dialogue des Carmélites et si c'était révolutionnaire ou pas ou pas. Le dialogue des Carmélites est un chef-d'œuvre absolu et l'opéra français le plus joué dans le monde. Je ne parle pas de Carmen, l'opéra protégé français le plus joué dans le monde, plus encore que Péléas et Mélisande. Donc, il faut toujours avoir une sorte de recul. Alors moi, je crois beaucoup à l'indépendance. L'indépendance, c'est-à-dire... la liberté que vous vous donnez. Je vois beaucoup trop de jeunes créateurs aujourd'hui qui attendent la commande pour commencer à écrire. Moi, j'ai commencé à écrire, j'ai écrit 2 opéras sans du tout savoir où ils seraient joués. Alors, ça fait une saga dont je vous parlerai. Mais donc, quels sont les moyens qu'on se donne et à un moment donné, quels sont les choix qu'on fait? On a l'air d'oublier que Bach était professeur de maths. Ça ne l'a pas empêché d'écrire ses cantates. Cette espèce de notion de trésor national vivant que voudrait avoir une série de jeunes créateurs, on a envie de leur dire, prenez-vous par la main. Alors moi, j'ai choisi, j'avais donc 17 ans, 18 ans, ô horreur, dans ma famille de musiciens classiques, je m'étais intéressé au jazz. J'avais même eu, à un moment donné, tout en donnant mes concerts comme pianiste et en composant, mais j'avais même un groupe pop. J'ai fait 2 disques à cette époque-là, et j'ai même, figurez-vous, eu un groupe qui a fait en 68 la première partie de Johnny au Palais des Sports. Et il y a eu cette scène absolument extraordinaire où ce groupe avait un agent qui s'appelait Tiki Olgado, qui était un comédien bien connu, drôle comme tout, et vous savez, à 18 ans, on était mineurs à l'époque, donc ma mère a débarqué, puisque j'étais grippé, mais j'étais quand même allé pour donner le voué. Ma mère a débarqué avec un huissier et un commissaire de police à l'entrée du Palais des Sports pour interdire que je joue. Et Tiki Olgado a dit « Attends, je vais arranger ça, planque-toi là, je vais arranger ça ». Il est arrivé, on m'a raconté la scène, il a dit « Mais madame Petit Girard, il va passer à la télévision, vous allez être fière ». Et maman aurait dit « Avec Johnny, plutôt mourir !» Comme ça, bon. Et il se trouve que plus tard, alors que je présidais la SACEM, j'ai eu à féliciter Johnny. On a eu ensemble une croix de commandeur des arts et lettres, et je lui ai rappelé l'histoire, plutôt mourir. Mais il y a des choix. Et donc, moi, mon choix, ça a été, tout en étant un musicien classique, de m'intéresser à la musique de film. Pourquoi? Parce que ça reste créatif, parce que ça vous permet quand même d'essayer plein de choses avec un phénomène, vous savez, qu'il y a dans la musique contemporaine, entre, par exemple, le moment où vous orchestrez une œuvre et le moment où vous allez l'entendre. Il peut se passer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5... Et tandis que dans la musique de film, vous orchestrez, 1 semaine après, vous êtes en studio, vous l'enregistrez. Donc, ça vous apprend des choses. Par contre, c'est extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce que vous prenez l'habitude d'avoir le souffle court. C'est 1 minute, c'est 30 secondes, vous ne développez rien. Puis maintenant, c'est devenu malheureusement plus du sound design. C'est pour ça que depuis 20 ans, ça ne m'intéresse plus. Mais à cette époque-là, j'ai fait des musiques de film, ce qui donc, comme je vous le disais, m'a mis dans une case où le vilain garçon vis-à-vis d'une certaine école de musique contemporaine. Ça ne m'empêchait pas de continuer à écrire mes œuvres pour le concert à côté. Et c'était quelque chose de très important. Après tout, je consacrais 20% de mon temps à écrire de la musique de film, le reste à composer, à diriger. Mes confrères qui dirigeaient tout d'un coup un conservatoire passaient 70% de leur temps avec des parents d'élèves, avec des concours, avec des règles, et on trouvait ça par contre très bien et beaucoup plus honnête. Eh bien vous voyez, alors à l'époque il y avait
là vous êtes beaucoup trop jeune, mais je vois quelques amis anciens que le nom fera sourire. Il y avait un personnage qui s'appelait Philippe Bouvard. Il s'appelle toujours, d'ailleurs il a 92 ans. C'est l'inventeur du talk-show. Il y avait une émission qui s'appelait Samedi soir, et tous les animateurs que vous voyez, c'était l'inventeur des grosses têtes, même à l'époque sur RTL, mais c'était un animateur de première. Et j'avais réussi à être, parce qu'il fallait que je gagne ma vie, j'avais 22 ans, à être le pianiste de l'émission. Et donc j'arrive dans cette émission, toujours en avance pour travailler, et je vois un monsieur chauve qui s'approche de moi et qui me parle en allemand. Bon, je parlais allemand, je lui ai répondu. Il continue en anglais, je lui ai répondu en anglais. En fait, il parlait très bien français, et il s'était trompé d'une heure. Et donc, il dit, je vais m'asseoir là-bas. C'était Otto Preminger. Otto Preminger, metteur en scène de légende, Exodus, Anatomy of a Murder, L'homme au bras d'or avec Sinatra, le type qui avait dénoncé la drogue, hein, une affiche avec la seringue comme ça, on n'avait jamais vu ça. Et il explique qu'il prépare un film qui s'appelle Rosebud. Alors moi, inutile de vous dire qu'à partir de ce moment-là, je ne joue plus que mes musiques. Et à la fin, il me dit « Did you make some movie score ?» Je dis « Oui ». Je me dis « Send the tape to the Plaza ». Bon, donc j'ai évidemment envoyé, j'avais en plus enregistré des choses, une bande au Plaza. Et puis là, pendant les semaines qu'on suivit, tous mes copains, allô, this is Otto Preminger, ils m'ont fait marcher, jusqu'au jour où j'ai failli dire arrête tes conneries, c'était vraiment Otto Preminger qui m'a engagé pour ce film Rosebud, qui était malheureusement, c'est un grand metteur en scène, un mauvais film, avec Robert Mitchum, lequel Robert Mitchum s'est fait virer parce qu'il picolait comme un fou tout le temps, et puis il a été remplacé par Peter O'Toole qui sortait d'une cure de désintoxication. Bien, et c'était quand même un film, une expérience incroyable. Bon, la musique a été bien remarquée, bien dans les journaux professionnels américains, et Otto Preminger me dit, vous devez vous installer aux États-Unis, je vais vous aider, venez à Hollywood, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai parlé à tel et tel metteur en scène, vous avez une carrière faite là-bas, puisqu'il m'aimait beaucoup, il est très très gentil. Et vous savez, vraiment, à ce moment-là, j'ai pensé à mon ami Georges Delrue, très bon compositeur, que j'ai vu tant de fois se lamenter parce que son concerto de trombone, son truc, etc. Mais il était parti aux États-Unis. Et pareil pour Maurice Jarre, pareil pour Michel Legrand. Je me suis dit, si je pars là-bas, je deviens un compositeur de musique de film. C'est pas mon chemin. Mon chemin, c'est d'écrire pour le concert, c'est d'écrire des opéras, c'est tout ça. Le choix. Vous parlez de ça. Ce jour-là, j'avais le choix, et dans toutes nos vies, vous les uns les autres, vous aurez toujours cette problématique du choix. Alors, eh bien, du coup, j'ai commencé à composer, beaucoup, et puis j'ai toujours été fasciné par des grands sujets, comme par exemple l'exclusion, qui est une chose qui m'a beaucoup marqué, et j'ai eu envie, vous savez, quand vous êtes seul, vous composez, tout d'un coup, vous imaginez la foule. Vous imaginez une scène, vous avez dans la tête tout ce qu'il faut mettre. C'est là où vous avez besoin d'avoir un maximum de paramètres de connaissances pour visualiser. Et je vous montrer donc, là, c'est à Prague, puis ensuite à Nice, la création de mon premier opéra sur Elephant Man, sur la vie d'Elephant Man.
Alors, vous voyez, là, vous voyez Prague. Donc, Elephant Man, j'ai commencé à le composer, je n'avais pas de commande. Donc, c'est 3 ans de travail. Hein, et heureusement que je dirigeais des concerts entre-temps, parce que... et que aussi, c'était l'époque où commençait une série avec Bruno Kremer, qui s'appelait Maigret, autour de Maigret, qui a été un peu le sponsor d'Elephant Man. Pourquoi, comment ça s'est passé? C'est que bon, il y avait un projet à l'Opéra Comique, mais qui ne s'est pas fait. Et finalement, je me retrouve en ayant écrit cet opéra. Et puis voilà, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai dit? Eh bien, c'est très simple. J'ai fait un emprunt de 8 ans à la banque. Je ne suis pas du tout un homme riche, je gagne bien ma vie, mais j'ai fait un emprunt de 8 ans à la banque et j'ai dépensé 250 000 € pour enregistrer avec Nathalie Stutzmann, extraordinaire chanteuse, qui est maintenant une grande chef d'orchestre, cet opéra. Le disque sort, il casse la baraque, les machins d'or, les trucs, etc. Je l'envoie à 45 opéras. Je n'ai pas reçu une réponse, même de courtoisie. Même de courtoisie. Je n'étais pas un inconnu. Hein. Imaginez un jeune compositeur. Et donc, finalement, c'est un jeune chef d'orchestre qui venait me voir, qui dirigeait une chose à l'Opéra d'État de Prague et qui m'a dit « il faut absolument que je l'emmène pour leur montrer ça ». Et c'est les Tchèques qui l'ont pris, à la suite de quoi, automatiquement, Nice a demandé à l'avoir en coproduction, mais là c'était à Nice, mais ce n'était que la création française. Et 2 ans plus tard, c'est l'Opéra de Minneapolis qui a décidé de faire une toute nouvelle production à laquelle je n'ai pas participé, mais qui était passionnante. Donc on se dit, c'est facile, c'est pas facile, finalement. Alors, je dis ça, c'est liberté pour s'exprimer au niveau de la diffusion, mais vous avez aussi la liberté qui est cloisonnée par un régime totalitaire. Hein. C'est Shostakovich. Quand vous voyez la vie de Shostakovich, c'est tragique, puisqu'il a été sous l'emprise de Staline absolument toute sa vie. Quand il fait, d'après Gogol, le Nez en 1928, c'est une partition absolument extraordinaire. On l'accuse d'être révisionniste. L'association russe des musiciens prolétaires, hein, et quand il fait Lady Macbeth dans la Pravda, on dit « le chaos remplace la musique », parce que c'est Staline et ça ne lui avait pas plu. Résultat, il a une condamnation officielle de l'Union des compositeurs. Hein, et il est défendu par Prokofiev et Kabalevski, mais il est nommé ennemi du peuple. Il est convoqué en 1937 par le NKVD, qui était le truc, et il a une chance extraordinaire, c'est que l'officier qui doit l'interroger et mener l'enquête à fond, il y a un Dieu quand même, il est fusillé pour une autre raison. Et donc tout d'un coup, il n'y a plus personne pour s'occuper de... Donc ses œuvres sont plus jouées, il écrit une 4e symphonie en 1936, elle sera jouée qu'en 1960, et ce qui le sauve, c'est que tout d'un coup, il y a Stalingrad, hein, le Siège incroyable, et que là, patriotisme et tout, on lui demande d'écrire une symphonie, mais plus simple. Donc il écrit une symphonie qui est presque plus beethovenienne par certains côtés, qui est moins dans son langage habituel, peut-être aussi qui s'oblige à avoir un langage, mais peut-être aussi à le purifier, ce qui est un mal, peut-être un bien. Toujours est-il que cette symphonie est la symphonie la plus jouée de Shostakovich maintenant. Et puis, il y a plein d'œuvres merveilleuses. Il a quand même eu une fin de vie extrêmement difficile. Il a été obligé de s'inscrire au Parti communiste alors qu'il ne le voulait pas. Et là, on est vraiment devant la difficulté et la contrainte qui est liée à un régime. Mais à ce moment-là, se pose une question en tant qu'artiste aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est dans un régime où la démocratie ne semble pas assurée? Et là, mon expérience à la fois de chef d'orchestre et de compositeur, quand vous posez la question aux artistes qui sont dans ce pays, ils vous disent « mais venez, surtout venez ». Une chose sont les bien-pensants que vous allez avoir dans tel et tel endroit qui vous disent « comment tu as pu te corrompre, aller là-bas » et les gens qui vous disent « mais c'est parce que vous êtes là, que vous nous aidez, que grâce à vous on peut faire ça, etc. » Et je vous assure que vous voyez des moments très émouvants. Tout dépend comment vous le faites. Vous voyez, la dernière... Bon, je compose d'autres choses depuis, je viens de commencer un 3e opéra, mais la dernière œuvre vraiment de gros calibre que j'ai composée, c'est un ballet qui est sur un livre que mon frère m'avait offert quand j'avais 16 ans, qui m'a fasciné, qui s'appelle le Siyuchi, pour bien le prononcer, et ce qui veut dire la pérégrination vers l'Ouest, ou The Journey to the West, qui est un livre chinois le plus connu, qui relate, il a été écrit au XVIe siècle, mais il relate un voyage qui s'est passé au VIe siècle d'un moine qui va dans les pays de Bouddha,
donc de la Chine vers l'Inde, donc voyage en Occident, chercher les livres de la vérité. Et bien évidemment, écrit une nouvelle doctrine qui a été écrite là-bas. Et bien évidemment, le livre ensuite qui a été fait par ce poète Wu Chuneng est un livre absolument incroyable dans lequel arrive un personnage mythique qui est le roi des singes, qui va aider ce moine au milieu de toutes sortes d'épreuves. C'est un peu comme l'Iliade et l'Odyssée, il y a 110 épreuves qui se suivent, j'en ai sélectionné 14, et c'est un livre absolument extraordinaire, c'est un des 4 livres fondamentaux de la Chine. Et donc, ce n'est pas une commande de l'État chinois, je n'ai pas reçu un sou de la Chine, c'est un livre bouddhiste, donc qui n'est pas vraiment dans la ligne de parti dominant, ou plutôt du seul parti, pardon, et donc... mais néanmoins, c'est extraordinaire. C'est une chose absolument fondamentale de la culture chinoise. Et un très grand photographe chinois qui s'appelle Zhong Weixing me disait « Vous écrivez sur le héros de mon enfance ». Pourquoi ? Parce que finalement, dans un pays assez difficile, assez contraint, le singe, il résiste, il défie les dieux. Donc il a un côté héroïque. Beaucoup de gens se sont retrouvés. Et bien, vous voyez, finalement... j'avais fini depuis longtemps de payer Elephant Man, j'avais aussi fini de payer Gourou dont je vous parlais, eh bien, j'ai recassé une tirelire que je n'ai pas pour financer, heureusement c'était moins cher, parce que c'est l'enregistrement de Gourou à Budapest. J'ai donc fait la bande, j'ai trouvé ensuite une chorégraphe chinoise absolument formidable, qui s'appelle Yabin Wang, qui est une jeune chorégraphe extrêmement douée, et se trouve tout d'un coup la possibilité, grâce à ça, de montrer un compositeur contemporain, français, qui, dans un langage vraiment contemporain, je n'ai pas utilisé d'instruments chinois ou de choses comme ça, fait une œuvre avec une chorégraphe qui, elle, connaît la tradition chinoise, mais qui est aussi une chorégraphe contemporaine. Alors, le ballet est créé le 29 avril à Pékin, le prochain, et puis ensuite à Shanghai au mois d'octobre, mais on a fait déjà une première séquence de travail. Alors, il y a un peu moins de danseurs que dans la version, mais vous allez voir, on va regarder ça 2 minutes, et vous allez voir... Imaginez, elle a une vingtaine de danseurs de ce niveau de technique qui est absolument formidable. Et vous voyez, bon, ça a été une véritable rencontre. Et je peux vous dire que s'il y a quelqu'un qui vient maintenant me dire comment tu vas vouer en Chine, bah oui. Et comment? En plus, c'est l'année d'échange culturel France-Chine, mais pour moi, j'y vais pour finalement défendre quelque part leur culture profonde et une rencontre qui m'a beaucoup intéressé. Alors, vous parlez d'un autre aspect du problème qu'on peut avoir, dont on n'a pas parlé, la liberté, c'est la liberté de protéger ses œuvres. C'est la liberté d'en rester le maître. C'est une vraie question. Alors, j'ai eu, après avoir fait Elephant Man, juste après, j'ai voulu faire un opéra autour de la manipulation mentale, que je trouve quelque chose d'extrêmement grave, d'ailleurs qui se révèle encore maintenant avec l'affaire Mackenzie au Kenya, où on découvre 460 cadavres parce que ce type leur a dit que pour aller vers Dieu, il ne fallait plus manger. Et vous avez vraiment des gens qui sont rentrés dans cette folie. J'avais été très impressionné par Jonestown, là où il y avait 930 morts, aussi par l'affaire du Temple solaire. Et donc, j'ai fait un opéra, j'ai voulu faire un opéra. Je m'étais dit, après Elephant Man, ce sera beaucoup plus facile. Ça a été une saga
que je vous épargne, mais vous n'imaginez pas ce que ça a été. Encore une fois, il a fallu que je me décide à enregistrer. L'opéra a été un peu moins long, ça a coûté 150 000 au lieu de 250 000. Je venais de finir de payer les dettes du premier. C'est toujours pour ça que je n'ai jamais eu d'appartement à moi, hein, parce que j'ai tout investi dans ma musique. Et avec, heureusement, comment dirais-je, le sourire de ma femme bien-aimée, qui étant artiste elle-même, a très bien compris. D'ailleurs, elle joue dans ce que vous allez voir de Gourou. Et Gourou, c'était quelque chose pour moi de très très fort, et s'est posé à un moment donné une question. Alors, vous avez un suicide collectif, à la fin de l'opéra c'est très gai, vous avez 50 cadavres sur scène. On vient de faire juste une nouvelle production à Nice que j'ai terminée il y a 15 jours, donc c'est une scène très forte. À la fin de l'opéra, il y a un personnage qui est donc joué par Sonia Petrovna, que j'ai eu le bonheur d'épouser il y a 40 ans, et qui est le personnage qui lui résiste. Donc, puisqu'il résiste, et que le gourou il est sur une île, je suis parti du principe que tout le monde chante, sauf la personne qui lui résiste. Tous sont fous, ils chantent. La personne qui résiste parle, mais elle parle rythmiquement, avec une partition écrite. Et j'avais un problème de fin sur ce gourou. Quand il a, elle va persuader le gourou lui-même de prendre le poison, puis elle va être toute seule au milieu des cadavres, elle ne va pas prendre le poison. Et comment je finis? Est-ce que je finis avec la musique qui fait... Est-ce que je finis ta-ta? Vous allez voir la solution prise qui, à ce moment-là, pose un problème intéressant. Je peux vous dire qu'il y a eu 1 minute ou 2 minutes de silence à la fin. Ceux qui pensent que je m'entraîne en marchant sur le pied de Sonia tous les matins pour l'aider à faire le cri, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est un vrai travail de respiration. Je voudrais que vous me montriez le PDF suivant, c'est pour vous montrer ça. Voilà, ça c'est un extrait de la partition. Alors c'est pas mon manuscrit, c'est la partition imprimée de Gourou. Hein, et il faut aller vers la fin. Voilà, la dernière phrase, qu'est-ce que vous voyez?
Ce cri final fait partie de la partition et j'interdis formellement qu'il soit supprimé. Ça veut dire que si demain on veut faire une production sans ce cri, c'est mon droit moral de l'interdire. Alors, vous voyez que c'est quelque chose de compliqué, parce que c'est le droit au respect de l'œuvre. C'est beaucoup plus facile en France qu'aux États-Unis, où vous voyez que, par exemple, vous avez combien de chanteurs célèbres qui sont en train de se bagarrer parce que Trump utilise leur musique dans ses meetings. Et vous avez sur ça, pour vous montrer, d'abord, il faut savoir, quand on parle d'œuvres, par exemple, en peinture, il y a une énorme confusion. Vous achetez une toile demain. Bon, en tant qu'étudiant, vous avez tous les moyens de vous acheter un petit Monet à 4 ou 5 millions d'euros. Ça ne devrait pas poser de problème. Vous ne pouvez pas vous amuser à changer un truc dessus. Vous ne pouvez pas vous amuser à le déchirer. Vous n'êtes pas propriétaire. Vous êtes propriétaire du temps dans lequel vous avez cette œuvre. Vous pouvez vendre ce temps à quelqu'un d'autre jusqu'à sa vie, mais par exemple, vous avez un Japonais qui a voulu être enterré avec son Van Gogh, c'est allé en justice et il a perdu, heureusement, hein. Et donc, je vais vous montrer, il y a une affaire qui est typique, parce que là, elle joint aussi plein de choses qui, sur les partages d'œuvres qu'il y a maintenant. C'est arrivé avec un peintre qui s'appelle Peter Classen. C'est un type qui a voulu dénoncer dans une toile, alors il faut descendre, il a voulu dénoncer, plus bas, voilà, il a voulu, vous voyez, dénoncer dans une toile l'utilisation de la femme dans la publicité. Et donc il a fait une toile dans laquelle il a incorporé la photo que vous avez vue en haut, qui est photo d'un photographe de mode qui s'appelle Alix Malka. Et donc c'est hallucinant. Essayez de voir. Premièrement, il n'a pas respecté les droits patrimoniaux. Hein. C'est ce qu'on appelle de la contrefaçon. Hein, la loi, elle est très précise. Et ça, c'est mon ancienne étiquette de président du conseil d'administration de la SACEM. C'est très clair. Hein. Vous avez quelques dérogations. La copie privée, c'est une dérogation. Le droit de citation, le droit pour la presse, le droit de satire. Mais c'est extrêmement limité. Bon. Alors, il y a un deuxième droit, le droit de paternité. Il n'y a aucune mention de l'auteur de la photo. Il y a un troisième droit, le droit au respect de l'œuvre. Les proportions de l'œuvre sont changées. Le cadrage de l'œuvre est changé. La photographie est découpée. Et puis enfin, il y a ce droit hallucinant qui est le droit, j'allais dire, contextuel. C'est-à-dire qu'on se sert d'une œuvre pour se moquer et pour dénoncer le travail de l'auteur de l'œuvre. Alors ça va très très loin. Donc c'était condamnable à tout point de vue. Eh bien la Cour de cassation, en 2015, elle a cassé le jugement de la Cour d'appel qui évidemment l'avait condamné sans équivoque, c'est de la contrefaçon, et comme raison, elle a utilisé une chose qui s'appelle, et qui est intéressante, qui s'appelle l'échelle des intérêts, hein, le contrôle de proportionnalité ou échelle des intérêts. Et donc, pour dire que la Cour d'appel n'avait pas assez tenu compte de la liberté du deuxième créateur. Et là, c'est intéressant parce que précisément à l'Institut de France, en collaboration avec d'autres académies, dont bien sûr mes amis des sciences morales et politiques, on va faire, lors de la Nuit du droit le 4 octobre, on va s'intéresser à ça. Moi, je dis clairement que la liberté du deuxième créateur n'existe pas si le premier créateur ne veut pas qu'on touche à son œuvre. Sinon, il y a des choses qui s'appellent les Creative Commons. Il y a toutes sortes d'endroits où on peut mettre work in progress, on peut dire « allez-y, moi j'envoie quelque chose, transformez-le, tant mieux, ça me fait plaisir ». Mais moi, vous n'allez pas rajouter de la batterie sur mes opéras. Il n'en est pas question. De la même façon, vous n'allez pas enlever le cri de la fin de mon opéra. Et vous voyez, sur Elephant Man, par contre, j'ai écrit pour un contralto, une voix de contralto Elephant Man, et Minneapolis m'a demandé de mettre ça à un contre-ténor. Je ne voulais pas, ce n'est pas la voix que je voulais. Ils m'ont envoyé le contre-ténor auquel, parce que moi j'avais la voix de Jarouski, qui est un type formidable, mais ils m'ont envoyé David Walker, une voix, mais incroyable, et là j'ai dit, bon d'accord, mais ils m'ont demandé l'autorisation, sans quoi ils ne le faisaient pas. Et là, on voit bien qu'il y a cette notion. Alors, on arrive au bout, il y a la liberté de modifier.
la liberté de retirer. Il y a un film extraordinaire, je n'ai pas réussi à le retrouver, où on voit Georges Rouault, le grand peintre, qui, après tout le grand procès qu'il avait eu avec Vollard, je crois, où il récupère une centaine de toiles, qu'il considérait pour certaines comme pas finies, et il les brûle. Et on voit Rouault en train de brûler ses toiles. C'est quelque chose de spectaculaire. Modifier, c'est dangereux. Je peux vous dire que lorsque tout d'un coup, pour une raison X ou Z, vous reprenez une œuvre, vous avez écrit 20 ans avant, vous dites quand même maintenant j'ai plus d'expérience, je sais plus de choses, et je vais arranger ça, vous tirez un fil bleu pour que ce soit plus joli, et vous avez 3 fils rouges qui sortent parce que vous êtes en train de déséquilibrer une chose, et que vous n'êtes plus dans l'état émotionnel qui est celui lorsque vous avez créé. Donc ça, c'est à faire avec beaucoup de prudence. Alors, finalement, moi, ce que je retire comme conclusion de tout ça, si vous voulez, c'est qu'un créateur doit prendre en main son destin et qu'il doit se donner les moyens de sa liberté. Alors, on n'a pas tous le même tempérament, bien sûr. On ne peut pas demander à tout le monde d'avoir une espèce d'énergie forcenée, etc. Mais le feu sacré, ça sert aussi à ça. Et vous savez... c'est quelque chose, précisément un peu le danger des résidences. Et pourtant, je suis celui qui a créé les résidences à l'Académie des Beaux-Arts. Mais quand on reçoit les 500 ou 600 candidatures pour 4 résidences, et que je vois des gens qui ont commencé à avoir 45, 50 ans, qui en sont à la 15e, à la 18e résidence, je dis, mais à quel moment vous vous posez quand même un peu la question de l'impact de votre travail? Vous ne pouvez pas être comme ça dans une espèce de pseudo-recherche confortable tout le temps. Il y a un moment donné, il faut risquer les choses. Et je me suis fâché. Alors, nous soutenons la Casa Velasquez. L'Académie des Beaux-Arts fait partie du jury. Et Nancy Berthier, qui la dirige, est une femme formidable. Et donc, on a des rapports toujours très, très proches. Mais... je suis parti du conseil d'administration, je ne veux plus y être, et je vais vous expliquer comment, très rapidement. C'est qu'ils ont eu l'idée de dire, bon, ces jeunes, ils sont là, ils ont 3 500 € par mois, ce qui est formidable, hein, ils ont un atelier, ils sont là pendant 1 an, très bien, et on veut les inciter à trouver, s'ils trouvent un mécène jusqu'à hauteur de 10 000 €, nous rajoutons 10 000 €. Si pour un projet, ils veulent fondre un bronze, ils veulent monter une exposition, nous rajoutons 10 000 €. Je leur ai dit, très bien. Donc, maintenant, s'il y a un jeune qui dit, je vais me la couler un peu moins douce, je vais économiser 1 000 € par mois, hein, et comme ça, 10 000 €, je les mets, le mécène, c'est moi. Elle dit, ah ben non, alors dans ce cas-là, on ne les met pas. Je dis, mais c'est absurde. Autrement dit, quelqu'un qui prend son destin en main, qui fait un effort, qui apporte, celui-là, vous n'allez pas l'aider. Celui qui a une bonne petite relation, qui va trouver tonton en le faisant passer pour un mécène, vous allez donner 10 000 €. Bon, je suis parti parce que je trouve qu'il y a là une chose à comprendre. Il y a aussi d'autres éléments qui demandent de la, comment dirais-je, un peu de réalité, ce qui m'a amené quelquefois à me fâcher à l'époque avec certains thuriféraires d'une avant-garde farouche, qui est de voir dans le refus du public la preuve de son génie. Vous comprendrez, dans 50 ans, vous prenez, etc. Le problème, c'est que sur certaines musiques, en musique, par exemple, on est 50 ans plus tard, on est 60 ans plus tard, et que 60 ans plus tard, Boulez, non, j'oublie ce nom-là, pardon, Britten, Shostakovich sont rentrés dans le répertoire, Henri Dutilleux aussi, d'autres ne le sont pas. Donc il ne faut pas non plus, je veux dire qu'il faut se poser les questions qu'il faut, mais être certain de voir dans un refus des gens vers qui on s'adresse une preuve qu'on est tellement au-dessus, il faut quand même se poser quelques questions. Je crois qu'il ne faut absolument pas se poser le problème de la place que nous avons. Voilà, on y va, on travaille, on doit avoir une détermination sans faille. Et au fond, je vous dirais, si je voulais conclure, je vous dirais que la liberté du créateur, elle a un prix qu'il doit être prêt à assumer sous peine d'être un jour très malheureux. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à l'artiste et au créateur. C'est donc maintenant le temps des questions. Et je vous invite à lever la main si vous en avez.
Bonsoir monsieur, merci beaucoup pour la conférence, c'était vraiment intéressant. Je voulais vous demander, est-ce que vous souhaitez vous placer dans la lignée des compositeurs classiques ou en fait justement vous prenez la liberté d'aller dans la musique contemporaine? Je crois que vous savez, cette notion de musique contemporaine, ça veut dire quoi exactement, hein? Est-ce que j'ai partiellement, est-ce que j'ai un langage que j'estime contemporain? Oui, tout à fait. Plus loin même que le fait que je l'écrive aujourd'hui. Mais simplement, est-ce qu'à un moment donné, vous vous sentez faire partie, même comme je vous le disais, même si vous êtes un infâme rejeton, faire partie d'une famille, faire partie d'une famille émotionnelle? Par exemple, on parle de l'opéra. Est-ce que estimer que lorsque vous mettez un chanteur sur une scène dans un opéra, à un moment donné, il faut qu'il ait les moyens de chanter et qu'il faut donc qu'il y ait une notion de mélodie? Oh, le grand mot lâché, mon Dieu. Oui, je crois à la possibilité d'une mélodie tout à fait contemporaine dans son concept. Alors après, ça dépend comment vous écrivez. Si vous avez remarqué, par exemple, dans le premier extrait, quand on voit le showman, là, Tom Norman, qui d'ailleurs était un homme très bien, contrairement à ce qui est montré dans le film de David Lynch, qui est un très beau film. Mais moi, je me suis basé sur les mémoires de Joseph Merrick, qui ne s'appelait pas John, s'appelait Joseph. Et on voit que Tom Norman partageait la recette avec lui. Et il ne l'a jamais montré nu, il l'a jamais exhibé, comme l'a exhibé le docteur Trévise devant tous les médecins, ce qui est le début du troisième acte de l'opéra. Et donc, il y a un moment, quand vous l'entendez qui chante ça, c'est Robert Brooks, un ténor américain formidable. Eh bien, vous avez remarqué peut-être que je mets une syllabe par note, parce que j'ai toujours eu un problème de compréhension à l'opéra. J'aime pas rien comprendre à l'opéra. Alors je sais bien qu'on comprend mieux les voix d'hommes que les voix de femmes, on se doute bien que la voix de colorature on la comprendra jamais très très bien, mais quand même. Donc je n'écrirai jamais vous allez l'opérer, vous êtes un très grand docteur. Je dis vous allez l'opérer, vous êtes un très grand docteur. J'écrirai comme ça. Bon. Et donc dans ce système qui est donc quelque part contraint et dans lequel il faut savoir retrouver des lignes. Et pour moi, à ce moment-là, l'aspect mélodique est important. Mais je ne le considère pas comme mélodie, comme on peut dire mélodie d'une chanson, A, B, A, tout ça, etc., reprise, refrain, ça n'a strictement rien à voir. C'est la raison pour laquelle, quand Paul-Émile Fourny, le patron de Nice, après Elephant Man, m'a proposé d'écrire une comédie musicale, je lui ai dit jamais. Ça ne m'intéresse pas, c'est une succession de chansons. D'abord, je ne saurais pas bien le faire, et deuxièmement, ce n'est pas mon univers. Mais c'est pas parce qu'à un moment donné, je représente une forme de musique contemporaine tonale que je vais me sentir, entre guillemets, un classique. Mais je veux dire que si vous regardez, puisque on parle musique, là, vous avez eu, avec l'apparition de l'école de Vienne, avec Berg, Schoenberg, Webern, qui sont des compositeurs magnifiques, dont j'ai dirigé la musique, mais vous avez eu, à un moment donné, une césure. Et qu'on le veuille ou non, une de ça a donné ensuite Xenakis, Stockhausen, Boulez, mon ami du sapin, tout ça. Et de l'autre, ça a donné ceux dont on parlait, Shostakovich, Britten, Dutilleux, Messiaen, et peut-être compositeurs comme Thomas Hadès maintenant, etc. Et moi, je me sens dans cette ligne-là. Maintenant, savoir où je me situe, à quel niveau, c'est pas très important. Mais donc, j'ai la sensation très profonde d'être quand même un compositeur français, avec, par exemple, au niveau de l'orchestration, des couleurs, d'être l'héritier de cette école-là, et j'y tiens. Mais après, avec toute la modestie et tout ce que ça doit représenter.
Merci beaucoup. Je viens vous poser une question par rapport à l'indépendance de la création et de l'auteur. Vous avez surtout parlé beaucoup de la commande et du fait qu'on pouvait créer sans être sous la commande de quelqu'un, mais lorsqu'on crée même des projets, surtout dans le métier du cinéma, ensemble, et on écrit un scénario avec d'autres partenaires, parfois les idées viennent en contradiction et les idées d'un partenaire scénariste empiètent un petit peu sur nos libertés. Est-ce que ça rentre aussi dans ce thème de l'indépendance de la création? Alors d'abord, le cinéma, évidemment, c'est un monde spécial qui, évidemment, sous-entend tout un ensemble de budgets, de choses. Quoique, j'ai vu plusieurs jeunes cinéastes qui étaient venus me voir et qui ont maintenant commencé en ayant fait un premier film à l'iPhone, hein, et en ayant montré leur originalité, ils réussissaient à trouver des débouchés. Ce dont vous parlez, moi j'ai un parallèle, c'est le travail avec le librettiste. J'ai donc écrit 2 opéras, je suis en train d'en écrire un 3e. J'ai toujours choisi le sujet de mes opéras. J'ai reçu, écoutez, dès qu'on a su que ça m'intéressait, mais au moins 30 propositions de livrets. Alors d'abord, les gens m'envoient un truc comme ça, ils ne comprennent pas que le temps de la musique n'est pas celui de l'écriture, et que là où ils mettent 150 pages, il en faut 25 ou 30. Aussi, pour une autre raison, c'est que le texte chanté va perdre de l'intelligibilité, mais il peut gagner du sens. Et la musique peut dire tout un ensemble de choses. Et donc, j'ai toujours considéré qu'il fallait avoir un texte, un beau texte, une belle langue. Et que, même si j'écris moi-même des fois les discours, les choses, etc., je ne suis pas un littéraire suffisamment. Et donc, j'ai toujours voulu travailler avec des librettistes qui ont une très belle langue, un sens de l'action, mais c'est là où le fait d'avoir fait beaucoup de musique de film me sert, hein, au niveau de l'action dramatique, de la dramaturgie. Donc, j'avais toujours fait un peu le squelette, si vous voulez, de l'idée générale. Et puis après, je travaille avec un librettiste qui m'apporte, c'était Eric Nonne pour le premier, c'était Xavier Morel qui était le collaborateur de Mesguich pour le second. Et à ce moment-là, on travaille ensemble, il m'apporte des choses, mais il y a un moment donné où quand vous êtes sur un opéra, c'est le compositeur qui tient la chose, je leur demande de changer. Mais je dirais que j'ai aucun manque de liberté parce que si à un moment donné quelque chose me gêne, je vais imposer de le changer. Et par exemple, dans Gourou, à un moment donné, le gourou, il dit, le gourou va essayer de violer cette Marie, ce personnage qui lui résiste, et il lui dit, regarde mon sexe, il y a tout, etc. Et j'ai envoyé au librettiste un petit mot lui disant, Marie s'est jouée par ma femme, elle ne va regarder le sexe de personne. Bon. Évidemment, c'était une façon de plaisanter, mais pourquoi j'ai dit ça, indépendamment de ça? Et il y a quand même une sacrée scène de viol, mes amis qui étaient là, qui ont vu il y a 15 jours, c'est Muriel Maguette-Holz qui a fait une mise en scène. Heureusement, étant donné qu'on était dans un endroit qui n'a pas de fosse d'orchestre, donc moi je dirigeais, si vous voulez, le public était là, et moi je dirigeais comme ça l'orchestre de l'autre côté, et le plateau était devant, ce qui fait que pendant le viol, je voyais rien, heureusement. Mais il paraît que comme elle faisait des plans avec la caméra, à un moment donné, elle mettait un plan du chef d'orchestre pour un peu faire baisser la pression, mais moi je ne le savais pas. Et lors de la 2e représentation, j'avais demandé une chose très précise aux percussions, parce que c'est un moment très violent, et ils me le font très bien. Et donc je les ai regardés, je leur ai fait un immense sourire, et c'est le moment qu'ils ont mis sur l'écran. Et donc, évidemment, tous ceux qui savaient que la personne en train de se faire violer, entre guillemets, était ma femme, ont trouvé que ça allait quand même un peu loin. Bon, mais je reviens par rapport à ça, si vous voulez, je garde un contrôle. Et en ce moment, je suis en train d'ailleurs de vivre une expérience tout à fait étonnante, c'est que j'ai fait mon 3e opéra. Je veux parler un peu aussi du défi à la mort, c'est Houdini. C'est les dernières années de la vie de Houdini, ce magicien incroyable, vous savez, qui se faisait enfermer sous des camisoles, sous l'Hudson River, qui est un parcours, un personnage incroyable, qui était le fils d'un rabbin, qui a lancé un immense combat contre les faux médiums, qui a eu une grande bagarre avec Arthur Conan Doyle, donc c'était passionnant. Et donc là, tout d'un coup, j'ai eu une chance, et que je suis un peu en train de payer en ce moment, c'est que je me suis dit, il faut vraiment que je trouve le librettiste,
Il se trouve que dans les derniers Molières, il y a 3 ans, il y en a un qui a été nommé pour meilleur auteur en langue française, et puis dans la foulée, qui gagne le César de meilleure mise en scène et tout, c'est mon fils. Tristan Petit-Girard, qui est un metteur en scène de théâtre et auteur absolument formidable. Donc j'ai cette joie, tout d'un coup, à 73 ans, d'écrire un opéra avec mon fils, sachant qu'en plus, là, c'est le scénariste, metteur en scène, qui travaille avec le compositeur chef d'orchestre, qui est son père. Il paraît que ça n'existe pas encore dans l'histoire de l'opéra, ce truc-là. Bon, je vous rassure, j'ai toujours pas d'opéra pour le faire, celui-là non plus. Hein. Sauf que maintenant, à mon âge, ce sera peut-être un peu plus difficile de faire un emprunt sur 10 ans. Mais bon, on trouvera, on a des pistes. Mais là, c'est intéressant parce que du coup, par rapport à des librettistes qui avaient quand même une forme de... Enfin, je ne vais pas dire de respect, mais de recul, c'est le compositeur. Mon fils, il n'en a rien à foutre. Alors, c'est papa, pourquoi tu fais ça? Et il me gonfle la tête, mais ça va être très, très intéressant. Mais donc, vous voyez, finalement, je dirais pas privation de liberté, mais là où il me fait un peu bouger sur mes rails, c'est celui dont je me serais attendu le moins que ça arrive, c'est mon fils. Mais ma question est très simple. Vous avez parlé d'Henri Dutilleux, qui était un ami de la famille, et qui lui-même parlait de Hector Berlioz. Et quand je vous entends, quand j'entends vos opéras, je ne peux pas m'empêcher de penser que vous en êtes un digne héritier, d'une part, et d'autre part, je pense aussi à Elektra de Richard Strauss. Alors, est-ce que je puis oser qualifier votre tradition de double, d'une part, une intentionnalité profondément française à partir de Berlioz et qui, on le sait très bien, a travaillé particulièrement dans l'enfance du Christ. Vous connaissez le fameux passage Polydorus, etc. Et d'autre part, Richard Strauss. Alors je me permets de vous poser la question, est-ce que vous pourrez dire que Laurent Petit-Girard a une double tradition avec Berlioz, Dutilleux, et d'autre part avec Richard Strauss? Alors, c'est drôle ce que vous dites là. D'abord, merci beaucoup pour... mon lien essentiel avec Berlioz, c'est que sur le fauteuil, qui est le fauteuil numéro 1 de la section de composition musicale, que fait en remontant à Méhul, Reicha, à Lévy, Gounod, etc., on trouve tout d'un coup Clapisson, qui était un compositeur totalement inconnu, qui était un collectionneur d'instruments, et on a découvert qu'il avait battu Berlioz à 25 voix contre 5. Bon. J'ai dirigé l'Enfance du Christ, dont vous parlez à l'Opéra de Toulon, et à Paris. Berlioz est un compositeur fascinant, mais à part ça, j'ai toujours refusé de diriger la symphonie fantastique. C'est le seul compositeur que j'admire, mais j'y comprends rien. En tant que chef d'orchestre, je n'arrive même pas, moi qui dirige tout par cœur, je n'arrive pas à mémoriser, je ne comprends pas la forme, je suis épaté, évidemment, c'est un musicien formidable, mais je ne me vois aucune filiation. C'est drôle que vous en voyez une, sinon que c'est un type qui avait, alors dans son énergie, une espèce de démesure, qui s'est battu, qui arrivait pour faire un grand concert sur une place. Il venait d'avoir un congrès de machines agricoles et il faisait venir je ne sais pas combien de chevaux, de trucs pour les déménager. Il avait une énergie magnifique. Strauss, évidemment, il y a une qualité de l'écriture. Je dirais aussi la relation avec Hofmannsthal et Stefan Zweig au niveau des livrets. Et une orchestration d'une grande puissance, mais quand même, je me sens pas du tout Péléas, mais je me sens beaucoup plus, alors venant de l'Enfant et les sortilèges, de ce monde-là qui me touche beaucoup plus. Mais enfin, bon, vous savez, on peut toujours effectivement s'amuser à chercher d'où on vient. J'avais un oboïste dans l'Orchestre symphonique français qui était un grand rêveur. On l'avait surnommé « Qui suis-je, où vais-je et qui me ramènera ?» Et bon, quelque part, je vais vous dire, je trace. Le sillon sera léger, il sera oublié, il laissera un petit quelque chose, c'est pas problème. Je trace et j'ai quand même, si vraiment j'ai mes plus grands bonheurs
les moments les plus émouvants de ma vie, c'est en tant qu'écoute de compositeur, effectivement, je les entends chez Ravel, chez Debussy, et puis alors chez Brahms, et puis bien évidemment chez Mozart, avec cette tradition, mais je me sens, comment dirais-je, il y a quand même à un moment donné un côté translucide dans la musique française. Il y a quelque chose qui gardait de la matière tout en ayant une forme de transparence, et là je me sens beaucoup plus proche de ça. Oui, oui. Bonsoir, merci pour votre conférence. Je vous en prie. Vous avez parlé de liberté de création, liberté de douter et même de modifier. Est-ce que selon vous, il existe également une liberté de détruire? Oui, il y a une liberté de détruire. De temps en temps, vous aimeriez que certains compositeurs aient eu le courage ou n'ont pas vu, parce que malheureusement, vous savez, il y a dans certains concours, il y a tout d'un coup des œuvres, surtout maintenant avec le digital et tout ça, qui vont se retrouver comme devant être propriété etc., etc. Donc vous, à un moment donné, regardez, franchement, il y a des cantates de prix de Rome qu'on veut ressortir de compositeurs. Il y a une fantaisie pour piano de Debussy, mon Dieu, alors que ce type, vous êtes devant, on m'a fait diriger ça une fois, vous êtes devant le compositeur de la mer, des préludes, de l'après-midi d'un faune, et tout d'un coup, vous avez l'impression d'entendre du Michel Legrand qui imite Debussy. On se dit, il faut avoir le courage. Moi, je peux vous dire, il y a des œuvres que j'ai déjà enlevé, et je sais, au moment où je vous parle de ça, et je vous en remercie, je réalise que traînent dans une malle encore 3-4 trucs que j'ai pas eu le courage, mais il faut absolument à un moment donné. Alors, après, il faut pas que ce soit... parce que, mettons-nous bien d'accord, là, il y a une autre chose. Vous parlez pour un peintre, mais par exemple en musique, il y a le droit de retrait. C'est compliqué maintenant quand une œuvre est éditée. Vous allez voir un éditeur, vous lui dites « je veux plus que cette œuvre existe », il faut le dédommager. Et puis que vous le vouliez ou non, il y a des choses qui circulent, et puis avec tout ce qu'il y a, elle ressortira. Il y a un moment donné, il faut assumer. J'avais un peu taquiné Henri Dutilleux là-dessus un jour, où il me parlait de sa sonate pour piano, dont il voulait plus entendre. Mais elle est formidable, sa sonate piano. Elle représente un Dutilleux de 25 ans à un certain moment, mais je ne vois pas l'intérêt, à un moment donné, de renier. Par contre, d'enlever ce dont on sait qu'il n'a pas été publié, une chose comme ça, d'accord, et sinon, de faire savoir ce à quoi on était très attaché. Mais vous savez, finalement, le temps fait son œuvre. Hein, on a mis tout d'un coup, tout à l'heure, ces manuscrits de Mozart. On est en train de parler du génie absolu. On est en train de parler du type qui avait la ligne directe avec Dieu. Vous pouvez m'envoyer une mélodie? Oui, merci, pof. Bon. Imbattable, mais il y a du Mozart ennuyeux comme tout. Mais il y a un rebut chez Mozart d'œuvres de commande à toute blinde, etc. Et qui prenait le catalogue de Mozart, il y a un certain nombre de symphonies qui sont jamais jouées. Et tant mieux. Et s'il était là, il nous dirait bravo, vous avez raison. Il y a un moment donné, le temps fait son effet. Alors, la liberté de détruire, pour un peintre, ça peut paraître, pour un sculpteur, oui, s'il n'y a pas eu des moules, des choses qui sont faites, mais je crois qu'il y a surtout le devoir d'assumer à un moment donné, de considérer que la vie d'un créateur, c'est un parcours, que tout n'est pas du même niveau, heureusement, et moi je trouve qu'il n'y a rien de plus rassurant que d'entendre l'œuvre ratée d'un génie. On se dit, ah, ouf, ça fait du bien quand même, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours être à son meilleur, hein, quelle que soit la hauteur auquel on place, et puis il faut assumer, voilà. Il faut assumer, simplement en faisant savoir quelque part ce qu'on préférait, mais rassurez-vous, le temps va faire le tri aussi, je crois. Et le temps nous laisse une dernière question. Merci beaucoup pour votre présence et votre récit. Vous avez évoqué brièvement la notion du digital. Donc, j'ai pensé, c'est un buzzword beaucoup utilisé en contexte de IA et de la technologie, mais je me demande, est-ce que vous trouvez qu'il y aura davantage plus de liberté grâce
à la technologie, au digital, en matière de composition dans la musique, où ça va standardiser la musique, où il y a des récits qui se répètent davantage. Est-ce que, d'un côté, est-ce que c'est libérateur ou au contraire, ça va imposer des contraintes en matière de... Alors, merci. Merci. Vous savez, en musique, le digital, il est à plusieurs niveaux. Bon, bien sûr, il y a toutes les recherches qu'on a connues et qui ont été faites à l'IRCAM, notamment. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que moi qui suis quand même très loin de ça, c'est moi qui sont venus voir récemment pour essayer d'obtenir des subventions pour réussir à reconstituer ou sauver, parce que tous les logiciels de l'époque du domaine musical, etc., les trucs sont obsolètes et il y a plein d'œuvres qui ne peuvent plus jouer parce que c'est complètement dépassé. D'ailleurs, j'ai toujours taquiné François-Bernard Mache, qui est donc un grand spécialiste de musique digitale qui est chez nous, qu'on a élu à l'Académie, et quand il a été reçu académicien, il s'est fait une belle épée d'académicien avec dedans précisément tout un truc très compliqué qui est tombé en panne et qui ne marche plus. Et donc, évidemment, chaque fois qu'il arrive avec son épée, je le taquine un peu, mais c'est un ami délicieux. Alors, il y a deux choses. Vous voyez, par exemple, très intéressant, je vais diriger, là, lorsque je vais en Chine, j'y retourne aussi en novembre, je dirige à l'Opéra de Pékin, l'orchestre de là-bas, je dirige un concert dans lequel, bon, il y a Daphne Seklo et Ravel, il y a une œuvre de Qi Gangchen. Qi Gangchen, c'est un merveilleux compositeur chinois que j'aime beaucoup, qui est vécu en France, mais qui maintenant ne vit plus qu'en Chine, et qui était un peu le dernier élève de Messiaen. C'est un compositeur très fin, qui maintenant introduit dans sa musique aussi certains éléments de la culture musicale de son pays. Et je dirigeais ses œuvres, et un jour, je dirige une de ses œuvres, et je ne sais pas, il y a quelque chose qui me gêne un tout petit peu. Un système répétitif qui n'est pas comme d'habitude. Et je l'appelle et je lui dis, Qi Gang, est-ce que tu as changé quelque chose? Il me dit, ah oui, tu sais, maintenant j'écris sur Final. Donc Final, qui est un logiciel d'écriture de la musique. J'écris plus sur les partitions et je crois que je vais revenir à la partition. Ben oui, pourquoi? Parce que vous écrivez sur Final, vous faites une formule, copier-coller, plaf. Vous réécrivez la formule à la main. Tiens, tout d'un coup, à la troisième mesure, vous allez changer une chose parce que vous êtes dans l'effort, vous êtes dans le processus. Et il y a un moment donné où il y a une question fondamentale, est-ce que la forme influe sur le fond? Moi, je pense qu'il y a ce danger, à un moment donné, que la forme influe sur le fond. Maintenant, au niveau... quand vous êtes devant quelque chose qui permet tout, qui permet tous les sons, qui permet de tout inventer, vous avez le danger qu'à un moment donné, tout se ressemble. Et vous savez, quand on reçoit tout d'un coup 150 dossiers de compositeurs et qu'on voit tous ceux qui utilisent l'électroacoustique, qui l'incorporent, etc., il y a un moment donné, on ne sait plus qui est qui. Donc là, il y a un danger qui, pour moi, il y a un autre danger aussi, c'est, alors pour ceux qui, je reviens au logiciel final, vous écrivez sur le logiciel final, et après, ça permet à ceux qui intéressent d'avoir une simulation par des sons de synthèse. C'est une aberration. Si vous avez vraiment la notion et la qualité de l'orchestre, le son de l'orchestre dans la tête, ce que vous allez entendre au moment où vous écrivez est beaucoup plus proche de la réalité et fort que quand vous êtes avec un simulateur. Donc, moi, je dois avouer, je suis intéressé. Bon, il y a beaucoup de choses de musique mixte. Moi, à la limite, souvent, ce qui m'a le plus intéressé, c'est les recherches de compositeurs qui ont fait entièrement à base d'une musique digitale, synthétique, qui sont arrivés à des choses. J'ai bien connu Pierre-Henry, qui était, au moment où il écrivait les variations pour une porte et un soupir, tout ça, qui est qu'on a voulu d'ailleurs élire à l'Académie des Beaux-Arts. Il a retiré sa candidature le matin de l'élection, j'ai beaucoup regretté, c'était un homme étonnant. Mais au fond, alors là, je vais peut-être paraître un peu réac, j'espère pas, mais il y a toujours à un moment donné la matière de départ. C'est-à-dire, ce qui m'importe, c'est vraiment la force initiale, l'énergie fondamentale, la thématique de ce que vous allez composer. Ensuite, les moyens par lesquels vous allez y arriver,
sont divers, et suivant les personnalités, vous pouvez arriver à des choses magnifiques, y compris dans des musiques digitales. Le problème de ces musiques, par contre, et là, c'est là où arrive le petit moment réac, pardon, le problème de ces musiques, c'est qu'ils permettent de cacher la misère. C'est que quand on n'a pas d'inspiration, quand on n'a pas grand-chose à dire, c'est beaucoup plus facile de faire de l'atonal, c'est beaucoup plus facile de faire toutes sortes de sons que quand on écrit pour un orchestre symphonique, ou si tout d'un coup on écrit quelque chose sans inspiration et rasoir, eh bien on ne peut pas le cacher. Donc oui, ce sont des démarches formidables, elles sont essentielles, ce serait imbécile de le nier, mais elles ne sont intéressantes que si la matière de départ est dense, sincère, forte et inspirée. Merci à vous. Merci.